Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bon, on va plonger direct au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Imaginez un peu un hôpital en pleine crise avec des urgences complètement débordées. Ouais, la salle d'attente pleine à craquer, quoi. Exactement. Mais la direction de cet hôpital refuse catégoriquement d'embaucher d'excellents médecins qui sont là, hyper qualifiés, juste parce qu'ils refusent de porter un vieil uniforme réglementaire des années 50. C'est complètement absurde. Bah oui, on est d'accord. Face à l'urgence, est-ce qu'on vire le médecin ou est-ce qu'on change la blouse? Eh ben, c'est un peu la question de notre analyse en profondeur du jour. Tout à fait. C'est exactement le dilemme qui secoue l'Église catholique en ce moment. L'analyse du collectif Voix libérée sur laquelle on se penche aujourd'hui met en lumière une vraie bombe. Ah oui, une bombe, c'est le mot. Ben oui, parce que l'évêque d'Anvers, Johann Boni, a déclaré publiquement qu'il était prêt à ordonner prêtres des hommes mariés. Et le truc, c'est qu'il parle pas juste en théorie, hein. Il dit très clairement qu'il a des candidats mariés sur le terrain. Ouais, des gars prêts à y aller. Voilà. Et il veut vraiment franchir le pas. Ce qui nous amène à examiner pourquoi remettre en cause cette règle ancestrale menace de faire imploser le système. Et surtout ce que ça raconte sur la fameuse culture du secret dans cette institution. C'est ça. Mais pour bien comprendre, il faut rappeler un truc essentiel que l'analyse souligne bien. Oui, le célibat des prêtres, ce n'est absolument pas un dogme intouchable, c'est juste une règle disciplinaire de l'Église latine. Même le pape François l'a confirmé récemment. Attends, une simple règle disciplinaire? Vu de l'extérieur, ça a quand même l'air d'être le pilier intouchable de la religion, non? Bah, on pourrait le croire, mais dans les faits, ça a été imposé sur le tard, vers le XIIe siècle. Et ce qui est fascinant ici, c'est la raison d'origine de cette règle. Ah bon? C'était quoi la raison? C'était en très grande partie pour des questions de patrimoine. Une histoire d'héritage, en fait, hein? Exactement. Si un prêtre avait des enfants légitimes, il pouvait tout simplement hériter des terres et des biens de l'Église à sa mort. Ah ouais, d'accord, je vois. Imposer le célibat, c'était un mécanisme hyper efficace pour s'assurer que les richesses restaient à l'intérieur de l'institution. Sauf que bon, aujourd'hui, cette règle purement disciplinaire, elle se heurte à une vraie urgence vitale. Les églises se vident et les paroisses n'ont tout simplement plus accès aux sacrements de base. Ce qui nous ramène direct à ton hôpital en manque de personnel. C'est ça. Et d'ailleurs, on en a déjà débattu au plus haut niveau de ce truc-là. Absolument. Lors du synode sur l'Amazonie, face au manque dramatique de prêtres dans ces coins isolés, il y a une majorité d'évêques qui avaient voté pour autoriser l'ordination d'hommes mariés locaux. C'était une avancée énorme. Oui, sauf que quand le document final, Querida Amazonia, a été publié par le Vatican, la proposition avait mystérieusement disparu. Plus rien. Lettre morte. Rien du tout. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, avec l'initiative de l'évêque d'Anvers. On sort du débat gentil et théorique. Là, on est dans la désobéissance totalement assumée. Il met le Vatican au pied du mur. Qu'est-ce que Rome peut faire face à ça, concrètement? Rome est coincé dans un scénario où franchement toutes les issues sont mauvaises. Genre, ils ont pas de bonne solution. Non, aucune. Soit le Vatican cède et autorise cette ordination, ce qui créerait un précédent mondial immédiat, soit il sanctionne l'évêque. Et le sanctionner, ça veut dire quoi? Le renvoyer carrément Ouais, l'excommunier ou le démettre de ses fonctions. Mais Johann Boni, c'est une figure super respectée. Le punir, ça déclencherait une crise ouverte, une sorte de guerre civile dans l'Église européenne. D'accord, donc c'est hyper risqué. Très risqué. Donc la troisième option, c'est de regarder ailleurs et de faire semblant d'en de rien voir. Sauf que fermer les yeux, c'est justement ce que cet évêque veut dénoncer, non? Les documents insistent beaucoup là-dessus. Tout à fait. Il veut en finir avec ce qu'il appelle les doubles vies. On sait très bien qu'il y a des prêtres qui ont des familles, des compagnes ou des compagnons en secret. Et la hiérarchie détourne le regard. Souvent, oui. Et c'est vraiment le nœud du problème. L'évêque pointe du doigt ces sous-cultures cléricales. Donc, quand une institution impose une règle intenable, elle crée mécaniquement un environnement de clandestinité. C'est exactement la conclusion de l'analyse de Voix libérée. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. On parle souvent du lien entre l'obligation de célibat et les abus. Est-ce que cette répression sexuelle n'est pas la cause directe de ces drames? Alors, si on relie ça à la situation globale, l'analyse du collectif est super fine sur ce point. Le célibat en lui-même ne crée pas les prédateurs. D'accord, c'est pas la règle elle-même le problème. Non, c'est le système fermé qui l'entoure. Une institution qui s'habitue à couvrir des petites entorses à la règle du célibat met en place de puissants mécanismes de silence. Ah oui, je comprends la logique. Et ces mêmes rouages de dissimulation finissent par être utilisés pour protéger des comportements criminels. C'est cette absence totale de regard extérieur qui nourrit l'impunité. C'est complètement fou quand on y pense. On exige une pureté absolue en public. On veut que l'uniforme soit impeccable.
Mais en coulisses, on tolère que le système pourrisse tant que ça ne s'ébruite pas. On protège le règlement avant les personnes. C'est terrible de formuler ça comme ça. Oui, et ça soulève une question importante qui dépasse largement la religion. Quiconque observe comment fonctionnent les grandes structures va se reconnaître là-dedans. Parce que toute grande structure finit par affronter ce genre de dilemme moral. Exactement. Quand l'application stricte d'un règlement produit de la souffrance et engendre une culture de l'omerta, la transparence devient vraiment une question de survie morale. Donc si une structure ne peut pas protéger ses propres membres face à ses propres règles, comment elle peut prétendre être crédible sur tout le reste? Voilà, c'est la vraie question de fond de cette analyse. Bon, alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'avenir? Si cette institution millénaire décide finalement de déchirer ce vieil uniforme pour s'adapter à la réalité et soigner ses patients, C'est le grand mystère. est-ce qu'elle sauve son essence originelle ou est-ce qu'elle se transforme par la force des choses en une entité totalement nouvelle? Voilà une réflexion profonde qu'on laisse à ceux qui nous écoutent le soin de méditer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.